On vous emmène pour ce nouveau numéro en Tunisie. Octobre 2018, le pays adopte la toute première loi anti-racisme du monde arabe. Les coupables de racisme risquent désormais jusqu'à 3 ans de prison. 6 mois après son entrée en vigueur, en quoi cette loi change-t-elle la vie des Tunisiens noirs et migrants subsahariens, très souvent la cible de ces attaques racistes? Voyez ce long reportage de Maureen Mercier. C'est l'attaque raciste de trop. Un homme a agressé au couteau. Décembre 2016, 3 jeunes Congolais sont agressés au couteau à Tunis. Cela fait des années que la société civile se bat pour dénoncer les discriminations et les violences racistes. Le gouvernement a réagi, il a appelé à l'examen. Après ce drame, le gouvernement se réveille enfin et s'engage à lutter contre ce fléau. Le 9 octobre 2018, après des années de bataille, l'Assemblée adopte la loi condamnant toutes les formes de discrimination raciale. Cette loi a-t-elle changé la vie des Noirs tunisiens ou subsahariens de plus en plus nombreux en Tunisie ? Avant la chute de Ben Ali, les actes racistes étaient passés sous silence. Depuis la Révolution, la société civile, très active, dénonce les cas de racisme, les médiatise. À l'Assemblée, c'est la députée noire Djemila Sissi qui défend bec et ongle cette loi contre la discrimination raciale. Le 9 octobre 2018, l'Assemblée l'adopte à la quasi-unanimité. Je ne vous dis pas, c'était vraiment une grande victoire. Et j'étais super contente. Jusqu'à même, j'ai eu même les larmes aux yeux parce que c'était un moment historique. La loi a déjà ce mérite, elle met le doigt sur quelque chose qui était un déni. Le parcours, c'était pas facile parce que ça n'a pas été accepté auparavant. Quelle discrimination? De quoi vous parlez? De quoi? Qu'est-ce que vous dites? Nous ne sommes pas... Il n'y a pas de discrimination en Tunisie. Nous sommes tous kiff-kiff. Il n'existe encore aucune donnée statistique sur le nombre de cas de racisme. Comme sa mère, la députée, Khala, 26 ans, juriste, originaire du sud de la Tunisie, elle sait ce que veut dire discrimination, et ce, depuis sa naissance. La discrimination au sud, elle est trop différente que la discrimination ici à Tunis. Parce que là, vraiment, les Noirs sont conçus comme des esclaves. Pour dire un Noir, on dit ossif, khadm, ce qui veut dire esclave. Quelqu'un qui fait les petits métiers. Et pour parler des Blancs, on dit hur, et ça veut dire libre. Khala vit aujourd'hui dans la capitale. Ici, c'est différent. La discrimination existe, oui, mais surtout le harcèlement, constamment. Quand tu sors à la maison pour aller, je sais pas, chez l'épicier ou acheter, faire les courses, tu subis, je pense, 10 fois un harcèlement sexuel dans la rue. On est assimilé à des machines de sexe. Il commence à dire des trucs vraiment dégueulasses, genre si je passe la nuit avec elle, je vais déchirer son vagin. C'est des trucs de genre je veux arracher ses seins. C'est sa mère, la députée, qui s'est battue d'arrache-pied pour faire passer la loi contre le racisme. Pourtant, voilà ce qu'en dit sa fille. Avec tous mes respects aux gens qui ont travaillé sur la loi et tout, mais c'est une loi vraiment bâclée. C'est comme vous voulez une loi, bah c'est une loi. Voilà, taisez-vous maintenant. Si je passe dans la rue, il y a quelqu'un qui m'harcèle, je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas porter plainte parce que je ne peux pas prouver ça. Ça m'a fait mal au cœur d'entendre ce genre de décisions prises par les gens qui sont victimes de violences. Elles doivent porter plainte pour la société, pour l'avenir, pour l'humanité. Même pas pour elles-mêmes. Parce qu'on ne peut pas changer cette histoire sans pour autant faire recourir à la justice, sans pour autant faire recourir à la police. Depuis que la loi a été votée, comme Khala, les victimes de racisme continuent d'encaisser. Quasiment aucune plainte n'a été déposée. Parmi les associations à l'origine de cette loi, Euromed Rights, déçus, eux aussi en attendaient bien plus. Il y a tout un effort à faire pas uniquement par le gouvernement, mais principalement par le gouvernement. Il y a ce qu'on appelle l'article 11 de la loi. Il prévoit qu'on doit mettre en place une commission au sein du ministère
qui va s'occuper donc du suivi et de la mise en œuvre de cette loi, chose qui n'a pas été faite jusqu'à maintenant. Ça dort tranquillement dans les tiroirs. Il faut qu'on se remobilise de nouveau, donc c'est clair, pour mettre plus de pression, pour accélérer le processus. Il y a urgence, plus encore pour les migrants. Le 24 décembre, un assassinat rappelle une fois de plus leur vulnérabilité. Falikou Koulibaly, président de l'Association des Ivoiriens de Tunisie, est poignardé en plein Tunis. C'était un braquage pour voler les portables et pour voler l'argent. Mais pourquoi on cible essentiellement Falikou Koulibaly? C'est ça les questions qui devraient être posées. Parce qu'il est noir vulnérable. L'histoire se résume en ça pour moi. Pour les autorités, c'est un braquage qui tourne mal et non un crime raciste. Partout dans le pays, les subsahariens se soulèvent. Tous les jours abusés. Jamila Sissi, la députée, est à leur côté. Je suis toujours volontaire et engagée pour défendre vos droits. Nous avons beaucoup de choses à faire. L'immense majorité des subsahariens en Tunisie vivent dans l'illégalité. Pour Jamila Sissi, il faut accélérer le processus d'application de la loi. Pour les migrants, de plus en plus nombreux en Tunisie, c'est devenu très souvent tout simplement une question de survie. Sfax, poumon économique du pays. Comme Charles, ils sont des centaines à travailler dans des hangars dans la campagne comme des ombres. Charles travaille dans l'artisanat, d'autres dans la restauration, dans l'agriculture ou la construction. Charles espérait pouvoir mieux vivre ici qu'au pays. Ils sont de plus en plus nombreux aussi à transiter par la Tunisie avec l'Europe pour objectif. Point commun de ces subsahariens, ils sont ici coincés, sans papier et exploités. Doublement parce que la plupart ne sont pas musulmans. Pour ne pas lui créer de problème, il ne faut pas s'attarder. C'est à l'église, seul endroit où il se sent un peu en sécurité, qu'il pourra témoigner. Le Tunisien qui travaille aussi sur le marché comme moi, il est à 50 dinars, moi je suis à 20. Qu'est-ce que tu peux faire? On vient ici avec un visa de touriste de 3 mois. Donc les 3 mois finis, tu n'as pas le droit de rester ici. Donc on fuit déjà la police. Même si la personne t'a agressé, il t'a tout pris, tu ne peux pas aller à la police. La police va te demander où est ta carte de séjour. Pourtant, il n'y a pas un lieu indiqué ici où on établit la carte de séjour. Chaque jour sans carte de séjour, ce sont des pénalités en plus à payer. Impossible de les rembourser. La pénalité, ça fait par mois, ça fait 80 dinars. Donc en un an, tu te retrouves à 950 dinars. Donc je crois que c'est ce qui pousse tout le monde à vouloir aller en Europe. Nous sommes en prison, c'est mieux de tenter la traversée dangereuse. Plus vulnérables encore, les femmes. Le racisme est trop. Les Tunisiens qu'on travaille avec eux, moi j'ai été victime de ça, dans un café. Ils ont 8 heures de temps de travail. Mais toi, on te demande de travailler jusqu'à 12 heures de temps. Parce que tu n'es qu'une personne qui a le teint noir. Sur le plan sexuel, mon patron voulait sortir avec moi, toujours me proposait. Et quand je refusais, je voyais que le travail, il augmentait les tâches. Oui, obligé de coucher en échange de l'argent, en échange de garder ton poste. Bon, c'est pas bien parce qu'ils se disent que nous sommes des filles noires, nous sommes des prostituées, nous avons besoin de l'argent pour coucher. Pourtant, nous sommes ici, c'est vrai, on veut travailler, mais on veut travailler avec des droits. On veut travailler dans le respect. Souvent, tu es là même, tu passes, guéla, prends des cailloux, puis tu es lapidé. Il y a des Tunisiens en Côte d'Ivoire, ils vivent bien. Ils vivent dans les immeubles, les Marocains, les Tunisiens. Ils ont des magasins, ils vivent peinards. Personne ne les dérange, pourquoi pas nous? On a vu tout le monde est égaux. Les femmes subissent beaucoup de choses. Elles sont maltraitées dans les maisons, elles sont beaucoup abusées. Au sortir de l'église, une femme fuit et grimpe dans une voiture de riches Tunisiens. Impossible de lui parler. Comme tant d'autres, l'église est sans doute la seule sortie qui lui est permise. Pour comprendre, nous nous rendons quelques kilomètres plus loin, dans la banlieue chic de Sfax. Ce jeune Tunisien et son épouse veulent nous montrer ce qu'ils voient dans leur quartier. La maison juste en face, je connais les travailleurs, d'accord? Ils ne sortent jamais. Nous filmons avec un téléphone pour ne pas être repérés.
Tu trouves même une bouteille d'eau. Dans son quartier, des subsahariens sont enfermés dans ces grandes maisons, obligés de récurer non-stop. C'est un travail illimité. Ce n'est pas officiel d'abord. Et tu ne peux pas déterminer les heures, tu ne peux pas déterminer leur salaire. Et surtout, tu condamnes les papiers. Donc, c'est l'esclavage, ce n'est pas le travail. Comme la plupart des femmes migrantes, Bassaya Dorès s'est retrouvée enfermée dans une demeure de riches Tunisiens, employée comme domestique, enfermée, son passeport confisqué. Souvent on te dit oui, toi tu es notre esclave, toi tu es mon esclave, tu es ici, tu travailles pour moi, tu es mon esclave, tout ce que je te dis de faire, tu dois le faire. Moi je suis une femme, mais une autre femme ne peut pas venir enlever ses monstres pour me dire prends, tu vas aller jeter, c'est pas normal. Là-bas même pour sortir, pour acheter une carte de recharge, je ne peux pas. Moi, je ne dois pas sortir. 5 mois sans salaire, elle a réussi à s'échapper. Même le quartier où j'habitais, si actuellement on me dit d'aller vous montrer le quartier actuellement, je ne peux pas, je ne saurais pas vous montrer. La maison, non. Parce que je ne suis jamais descendu comme ça, marcher seul dans la rue, aller là-bas et venir comme tout à l'heure on était là, non. Parce qu'ils se disent dans leur tête que tu vas fuir. Si tu sors, la police va t'attraper. Tu n'as pas de papiers aussi. Ils ont pris ton passeport. Tu fais comment? Tu es obligé de rester dans la maison. Aujourd'hui, fait quasi exceptionnel, elle a obtenu une carte de séjour. Légale désormais, elle peut développer son propre business. Depuis le début de l'année, 2 migrants sont décédés d'épuisement, employés illégalement. Comment lutter contre ces injustices alors que le gouvernement ne se presse pas pour fournir les outils pour que la nouvelle loi contre toutes les formes de racisme soit appliquée? Grâce aux citoyens. Cette vidéo fait le buzz. Filmée par une jeune Tunisienne. Nous sommes dans la banlieue nord de la capitale. Un homme accuse sans la moindre preuve un noir qui passait par là d'avoir rayé sa voiture. J'ai pris mon téléphone et j'ai filmé. La jeune femme sait qu'il existe désormais une loi contre le racisme. Elle alerte la presse, elle est menacée et insultée par ceux qui veulent la faire taire, mais surtout soutenue par une société tunisienne qui veut en finir avec le racisme. Je me suis sentie comme si c'était quelqu'un de ma famille qui était agressé, car après tout, nous sommes tous africains. J'ai fait cela parce que c'était un acte tellement raciste, tellement raciste. Il a commencé à le frapper, d'abord au niveau du visage, et puis ensuite, il l'a roué de coups au sol. Récemment, un enseignant noir tunisien a porté plainte contre une parent d'élève pour racisme. C'est une première. Il entend donner l'exemple pour contribuer à faire changer les mentalités. C'est une loi qui est au-delà de mettre les gens en prison parce qu'ils sont violents, parce qu'ils sont racistes. C'est au-delà de ça. Parce qu'on vise changer notre société. On vise incarner beaucoup plus les valeurs de diversité, les valeurs de cohabitation, les valeurs d'amitié, de respect des droits de l'homme. Et c'est pour ça que c'est un long processus. La Tunisie s'est mise en marche pour lutter contre le racisme.